Il y a plus de 50 ans, elle représentait déjà la nouvelle arme d'un arsenal secret. Par une nuit pluvieuse d'octobre 1947, un avion militaire américain largue un chargement secret dans le mur de l'œil d'un ouragan au large des côtes géorgiennes. Ce simple geste a-t-il pu dévier la direction d'un ouragan de 180 degrés et l'envoyer détruire la ville de Savannah? Si nous avons bel et bien un pouvoir sur la nature, quel prix faudra-t-il payer? Ce désir de détourner les phénomènes naturels a donné naissance à la première expérience à grande échelle de modification climatique. Il s'agit du projet Cyrus. Le projet Cyrus consistait à ensemencer un ouragan. Et à ce moment-là, il y en avait un au large des côtes géorgiennes, loin des habitations. Ils ont envoyé un avion dedans et l'ont ensemencé. Quand j'ai lu le journal et que j'ai vu ce qu'ils avaient fait, j'avais l'impression de voir des enfants jouer avec une panoplie du parfait chimiste. Si on mélangeait le tout pour voir ce qui se passe. Et ce qui s'est passé, c'est que l'ouragan a fait demi-tour pour se diriger vers la côte géorgienne, près de la ville de Savannah, et a causé beaucoup de dégâts. L'ouragan a fait 1 mort, 400 sans-abri, et 1500 immeubles ont été endommagés ou détruits en seulement 24 heures au mois d'octobre 1947. À la fin de la journée, l'armée américaine a classé top secret le projet et ses données, permettant ainsi de couvrir l'expérience et d'éviter le scandale. L'armée avait eu un avant-goût du pouvoir sur le temps, contrôler un ouragan. Dans la nuit du 15 août 1952, l'armée de l'air envoie des planeurs sur Lynmouth, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Menée à l'insu des civils, cette opération a été classée top secret pendant des années. Les planeurs transportaient un agent expérimental d'ensemencement des nuages. L'objectif était de le répandre dans un orage imminent. En l'espace de 24 heures, 35 personnes sont mortes et 400 se sont retrouvées sans domicile. Le village du Devon du Nord a été dévasté par les eaux. Même si le ministère de la Défense britannique a nié toute responsabilité à l'époque, des informations récemment rendues publiques ont prouvé l'existence de cette expérience. L'inondation de Lynmouth et les expériences militaires ont fait la une des journaux. Je crois qu'on va réussir à modifier le temps. C'est même une certitude. Les récents résultats suggérant qu'on peut le faire avec une toute petite quantité d'énergie placée au bon endroit en sont la preuve. Il faut juste espérer qu'on le fera pour de bonnes raisons, que ça ne tombera pas dans de mauvaises mains. Et si on arrive à limiter ces actions, environ 1 fois sur 1000, ça ne bouleversera pas l'ensemble du climat. Quand vous tuez un ours qui est sur le point de vous déchiqueter, vous ne tuez pas tous les ours que vous trouvez dans la forêt. Le parallèle entre la modification artificielle du climat et la puissance nucléaire est frappant. Si on peut construire quelque chose, doit-on le faire? Et si cela est possible, y a-t-il un moyen de l'arrêter? Des réponses que devrait apporter le High Frequency Active Aural Research Program, ou HAARP, dirigé conjointement par l'armée de l'air et la marine des États-Unis. L'objectif de ce projet? Des recherches en communication. Mais pour nombre de scientifiques à travers le monde, dont le détenteur du brevet, ce programme a une autre capacité plus insidieuse. Une manipulation expérimentale de l'atmosphère dans le but de contrôler le climat. Bernard Eastland est physicien des plasmas et ancien chercheur en fusion pour la Commission de l'énergie atomique des États-Unis. Il a déposé 3 brevets dans le domaine de la manipulation climatique. Eastland travaille principalement sur les mécanismes révolutionnaires du transfert d'énergie. Et c'est pour cette raison que la compagnie pétrolière Atlantic Richfield a fait appel à lui pour résoudre un problème unique. J'ai été engagé par ARCO en 1984 pour trouver une utilité à leur gaz naturel sur le flanc nord de l'Alaska. Il y a 650 millions de mètres cubes de gaz naturel. En clair, c'est une quantité suffisante pour alimenter tout le réseau électrique américain pendant 1 an. Mais la distance était telle qu'économiquement, c'était impossible de le transporter.
Le docteur Eastland a été engagé pour trouver un moyen d'exploiter le gaz naturel en Alaska. Son rôle était de transformer le gaz naturel en argent. Mais d'abord, il fallait le transformer en électricité, puis en radiofréquence. J'ai eu l'idée d'utiliser l'énergie du gaz pour faire sortir de l'électricité et de me servir de cette électricité pour alimenter un réseau d'antennes à longue portée capable de modifier l'ionosphère de différentes façons. L'invention d'Eastland est appelée HAARP, le High Frequency Active Oral Research Project. La controverse autour de cette technologie était telle que j'avais du mal à y croire. Bien que d'apparence banale, les capacités de ce réseau d'antennes sont incroyables. HAARP fait partie du nombre limité d'appareils capables de chauffer l'ionosphère terrestre. L'ionosphère est une couche supérieure de l'atmosphère composée de particules chargées et située à 144 km au-dessus de la surface de la Terre. Ces particules chargées ont une fonction très importante pour la planète. Elles détournent et absorbent les particules mortelles éjectées par le Soleil. Sans l'ionosphère, la vie telle qu'on la connaît disparaîtrait de la surface de la Terre. Le projet d'Eastland était d'envoyer l'énergie prélevée à partir du gaz naturel directement dans l'ionosphère. Officiellement, il s'agissait de recherche en communication. ARCO a immédiatement décelé le génie dans l'idée d'Eastland. Et grâce à son brevet, ils ont été engagés par l'État pour construire cet incroyable appareil. C'est un très bon site de recherche. C'est minuscule comparé à la taille de l'antenne que j'avais prévue dans mon brevet. Mais c'est un avant-goût de ce qui pourrait devenir quelque chose de plus grand. Mais cette première conception est le plus grand radiateur ionosphérique du monde. Il peut chauffer plus de 1000 km² d'ionosphère jusqu'à 50 000 degrés. C'est aussi un système à réseau phasé, ce qui signifie qu'on peut rediriger et l'orienter vers la destination voulue. Vous pouvez envoyer ces ondes où vous le voulez. Ce qu'ils ont découvert, c'est qu'en envoyant des radiofréquences dans l'ionosphère et en la ciblant comme ils le font avec ce type d'instrument, ils obtiennent un effet de réchauffement. Et ce réchauffement soulève l'ionosphère dans un diamètre de 50 km, ce qui modifie les systèmes de pression localisés et peut-être même le trajet des jet streams. Le fait de détourner un jet stream est un accomplissement monumental pour l'homme. Le problème, c'est qu'on ne peut pas régler le système correctement. Les conséquences du réchauffement de l'ionosphère sur le long terme sont inconnues. La modification du climat à un endroit peut avoir un effet catastrophique sur le reste de la planète. HAARP a déjà été accusé de modifier le climat. En 2000, un article publié dans le Scientific American a révélé qu'un changement dans un jet stream au-dessus de Gacona en Alaska avait poussé les vents froids vers le sud, provoquant l'apparition d'une tornade en Floride. Les probabilités pour que HAARP soit utilisé comme arme de guerre s'amenuisent. Imaginez que vous êtes face à une armée de 100 000 personnes et que vous avez la capacité de provoquer une inondation, un orage ou les pires conditions climatiques pendant des semaines, voire des mois. Vous pouvez facilement diminuer leur force. Mais cette arme multi-usage a d'autres propriétés extraordinaires. En utilisant la manipulation ionosphérique, elle peut brouiller la radio et les communications cellulaires de l'ennemi. Elle peut également servir à repérer, différencier et détruire les missiles ennemis. C'est à ça que vont ressembler les guerres du XXIe siècle. Ce sont ces systèmes qui seront privilégiés. L'idée de l'utilisation potentielle du projet HAARP en tant qu'arme secrète a longtemps circulé dans l'armée. De nombreux pays ont manifesté leur opposition contre cette arme considérée comme une violation évidente de la convention NMOD qui interdit d'utiliser des techniques de modification climatique à des fins militaires. Les 3 derniers ministres de la Défense ont demandé l'abrogation de ce traité environnemental. Mais celui-ci est né d'une décision qui a été prise au début des années 70, avant d'être ratifié en 1978, et il doit être respecté. Malgré toutes les controverses autour du projet, les scientifiques du HAARP ont insisté sur le fait que le réseau ne servait qu'à effectuer des recherches et qu'il n'a pas la puissance nécessaire pour changer véritablement le climat. Mais quel que soit l'usage qui en est fait, le projet HAARP existe et d'ici peu, le réseau devrait faire 2 fois sa taille actuelle. Mais l'intérêt de l'armée américaine pour la modification climatique
ne se limite pas au HAARP. Dans cette base de Floride, des chercheurs de l'armée de l'air américaine, ainsi que des spécialistes des nanoparticules, font des expériences de modification climatique. Leur objectif est plutôt surprenant. C'est un laboratoire qui développe la prochaine génération d'explosifs pour l'armée de l'air, que ce soit des ogives, des bombes ou toute autre sorte de munitions. L'objectif, c'est de détruire des choses et de stopper l'ennemi. C'est le rôle de l'armée de l'air. Gagner la guerre et faire des dégâts dans le camp adverse. Au cours du prochain siècle, le plus grand défi de l'homme sera de contrôler et de réparer les dégâts qu'il aura causés à l'environnement. De nombreux projets de géo-ingénierie sont déjà en cours. L'un d'entre eux envisage d'injecter d'importantes quantités de poussière dans les couches supérieures de l'atmosphère, reproduisant une énorme éruption volcanique. Lorsqu'un volcan entre en éruption, il inonde l'atmosphère avec des particules de cendres. Ces particules renvoient les rayons du soleil dans l'espace et les empêchent d'atteindre le sol, provoquant un rapide refroidissement de la planète. La Terre s'est considérablement refroidie 1 an après l'éruption du Pinatubo. C'était quelque chose d'évident. Et depuis le milieu des années 60, on se dit qu'on pourrait peut-être ajouter artificiellement de la poussière dans la stratosphère et rafraîchir la planète. Ce n'est peut-être pas une solution contre le réchauffement climatique, mais ça prouve qu'on développe régulièrement et facilement des techniques pour manipuler le climat de notre planète. Ces mêmes résultats pourraient être obtenus en contrôlant la composition et la localisation des traînées de condensation laissées par les avions.